qui décide qu'il est artiste? Est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est le regard du médecin qui est là autour? Parce que ça, c'est une vieille question. Oui, non, mais il y a quand même la liberté de l'individu de se déclarer artiste ou pas. Non, mais subir le regard du médecin qui le dit, c'est chouette, c'est artistique, etc. Oui, alors il ne m'appartient pas de répondre qui est artiste ou qui ne l'est pas, mais je vois bien le sens de votre question. C'est là que se trouve le nœud entre être un artiste, parce que Garouste, il décide d'être artiste avant d'être malade. Enfin, c'est peut-être à l'état latent, mais il décide d'être artiste. Or, il se trouve qu'effectivement, mais il est artiste reconnu. Enfin, il décide d'être artiste, mais il est artiste aux yeux du monde quand il est reconnu longtemps après. En fait, mais au départ, c'est lui qui le décide. Tandis que les personnes dont vous parlez, ils sont malades, ils ont une pathologie qui les rend artistes, entre guillemets, aux yeux des autres. Mais est-ce qu'eux ont décidé d'être artistes? En tout cas, c'est quand même un point important. C'est très juste, très pertinent. En tout cas, par exemple, il y a des malades parkinsoniens qui, en étant traités sous L-Dopa, vont développer une créativité. Là, il y a des images, par exemple. Et Eugénie Lhomme, qui est neuropsychologue à l'hôpital à Grenoble, raconte que souvent, si on leur fait des traitements, par exemple, de stimulation profonde, donc Grenoble a été rendu célèbre pour ça, pour justement, après stopper la L-Dopa, elle prévient bien les patients qui ont une créativité exacerbée que ça va peut-être changer. Et en fait, elle les prévient parce que c'est très douloureux en général, parce que les gens pensent que cette créativité, elle n'est pas à leur insu, due à de la médication, c'est eux-mêmes en fait. Et donc, vous voyez, il y a le regard des autres, très clairement, et d'ailleurs on est considéré comme créatif parce qu'on a apporté une contribution extrêmement originale à un moment donné dans un contexte, et que c'est reconnu. Donc vous avez raison, c'est le regard des autres, mais il y a quand même le regard sur soi. Et quand on a montré les peintures de Untermöller, donc Mollen, il continue à peindre quand même pour exister en fait. Même s'il existe peut-être plus aux yeux des autres, la peinture se dégrade, on voit bien le final. Donc c'est quand même pour soi. Peut-être que ce que Madame avait peut-être en tête, c'était l'art brut, non, où typiquement on a des gens qui opèrent dans un dans un vide académique. En fait, ils font ça pour eux-mêmes, et ça s'inscrit pas dans un cadre institutionnel reconnu. Alors, le cas de Tommy McHugh, par exemple, il est intéressant parce qu'il est devenu connu avec ça. C'est le type qui est devenu artiste après une lésion cérébrale. Et donc, il y a eu un documentaire, un reportage sur lui, des articles de presse. Et du coup, maintenant, il est connu et il vit de ça. Et donc, il est devenu officiellement, si on veut bien, artiste. De ce fait, même Oliver Sacks raconte aussi le cas d'un autre artiste qui peignait simplement des espèces de flashs de réminiscences de son enfance, de sa toute petite enfance en Italie, à un lieu qu'il n'avait pas revisité depuis des dizaines d'années, qu'il arrivait à peindre avec une précision quasi photographique, en fait. Et cette personne-là est également devenue célèbre avec ça. Il y a aussi le cas d'un peintre qui a perdu la vision des couleurs suite à une atteinte cérébrale assez rare, qui donne une achromatopsie. Vous voyez la vie en noir et blanc. Eh bien, le peintre qui, du jour au lendemain, a perdu la vision des couleurs, qui était déjà un peintre semi-professionnel avant, est devenu connu de ce fait-là. Et William Untermöller, son œuvre, maintenant, elle fait un peu le tour du monde. Il y a des expos un peu partout. Il était beaucoup moins connu avant sa maladie d'Alzheimer. Donc peut-être bien c'est comme ça que fonctionne l'art, j'imagine. Il y a des mécanismes de récupération, il y a des effets de mode. Tout ça c'est indissociable en fait du processus, de ce qu'on appelle l'art. Donc c'est un processus personnel et psychologique. Subjectif, mais c'est en même temps aussi un phénomène social et même économique, et institutionnel et historique.
Ouais, moi, il y a toujours quelque chose qui m'intrigue, c'est quand j'entends les psys qui parlent d'art. Et moi, je connais un peu leur manière de couper le délire des gens, de leur filer des neuroleptiques ou des trucs comme ça. En fait, d'assassiner Mozart ou Beaux-Arts. En fait, le neuroleptique, par exemple, là, on parle d'Aldol dans le cas de Garouste. Et c'est quand même quelque chose qui enlève la sensibilité. Alors si on a un gamin, par exemple, qui s'éclate, simplement comme ça, il a du bonheur, il peint, puis un jour on décide que c'est pas bien, et ben il se retrouve à l'index du monde pendant longtemps, quelquefois. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Alors ça, c'est un dilemme qui se présente, je veux dire, si on exclut les cas manifestes d'abus et d'exploitation, enfin, mais si on laisse ça de côté, se pose le dilemme de savoir s'il faut traiter ou pas, si on va pas, si le traitement risque pas d'être pire que la maladie. Donc Hemingway, à la fin de sa vie, qui avait développé des délires de persécution assez particuliers, a subi une suite de traitements par électrochoc. Et il avait dit c'est super, je vais beaucoup mieux maintenant. Ils ont sauvé le malade, mais ils ont tué l'artiste. En fait, il disait ça parce que ça lui faisait des troubles de mémoire. Il n'arrivait plus à écrire aussi bien qu'avant. Voilà, ça. Est-ce que si Van Gogh avait eu un bon traitement, est-ce qu'il aurait été aussi génial? Ça, c'est une bonne question. Moi, j'ai pas vraiment de réponse à ça, mais je vois tout à fait ce que vous voulez dire, et je vois tout à fait le problème que ça illustre, en fait. Je pense pas que cette question soit vraiment réglée. Je pense pas qu'il faille nécessairement traiter tout le monde pour les faire devenir normaux. Ça n'a aucun intérêt. D'un autre côté, laisser souffrir les gens, de toute évidence, Garouste dit lui-même que l'hôpital est un refuge pour lui, puis qu'il avait besoin de ça. Donc je pense pas que lui s'est plaint des traitements qu'il a reçus, à ma connaissance. Enfin, même s'il y a ces épisodes d'évasion, mais qu'il décrit lui-même comme des espèces de passages un peu semi-ludiques, comme ça. Enfin, on peut pas se mettre à sa place, évidemment, quoi. Mais voilà, c'est la question qui se pose, en sachant qu'il y a certaines maladies mentales où la question du consentement est problématique. Il y a de toute évidence des cas où il faut traiter malgré la vie de la personne parce qu'elle peut se mettre en danger. Et il y a de toute évidence des cas où on traite la personne contre sa libre détermination. Ouais. Et moi, je suis pas psychiatre, donc c'est pas moi qui prends ce genre de décision. Mais est-ce qu'on peut quand même imaginer que quand on a tous ce fantasme-là sur la maladie mentale, des choses comme ça, qu'on voit des gens dangereux pour les autres et puis aussi pour eux-mêmes, qu'à un moment aussi, il y a quand même un peu un abus quand même par la psychiatrie elle-même, c'est-à-dire par le médicament, les choses comme ça. On sait les lobbies ce que c'est. On sait que de toute façon, un psychiatre, quand il a un jeune gars de, 21 ans, qui fait une bouffée délirante, il ne le lâchera plus jamais. On sait jamais on lui permettra d'arrêter son traitement, par exemple. Même si il y a jamais de personnes qui s'en sortent sans médicaments, parce qu'ils en ont pris une fois, mais on sait aussi que il y en a qui ont échappé, qui sont dans la nature. Et on mélange toujours cette espèce de délire artistique ou violent comme ça contre la société, qui essaie de faire évoluer la société, et aussi un espèce d'amalgame comme ça qui se fait avec c'est assez dur à exprimer, mais c'est cette mise en case des gens qui de plus en plus
on est dans un système qui met les gens en case et puis c'est bon. Et si on n'accepte pas, de toute façon, le consentement, on est obligé de l'avoir dans les hôpitaux. Parce que de toute façon, on vous attache et puis on vous pique. Clairement, c'est ça. Après, il faut pas dire le contraire parce que bon, enfin, je sais pas. Voilà, je pense qu'il faut pas faire une confusion quand même entre les délires de violence envers les autres et puis les délires qui ont pu inspirer des peintures comme celle de Garouste. Enfin, s'il s'est fait du mal, apparemment, c'est qu'à lui-même à certains moments. Mais voilà, je pense qu'il ne faut pas faire un amalgame. Oui, mais c'est enfin. Oui, moi. Justement, de rebondir. Je reviens peut-être un peu en arrière dans le débat, mais vous insistez sur le cadre. Et c'est là que vous signifiez justement que vous n'êtes pas malade. Alors, moi, je voudrais que mon intervention vise un petit peu à ce qu'on distingue un petit peu plus définitivement la maladie de la créativité. On a parlé du délire tout à l'heure, mais il faut distinguer le délire de la création artistique, parce que le délire chez le malade mental, c'est une réaction de défense, pour essayer de recréer une néo-réalité, une tentative de créer une unité là où il y a un vécu de morcellement, d'anéantissement. Le moi, dans le sens freudien du terme, du malade, il est en pleine crise identitaire. Il est éclaté. Et le psychisme du patient produit une néo-réalité qui est un délire aux yeux des gens qui ne sont pas malades et qui disent c'est une fausse croyance. Il se prend pour Napoléon, il se prend, etc. C'est assez classique. Les gens de l'extérieur, ils disent c'est une fausse croyance, mais n'empêche que pour le patient, c'est une tentative de se récupérer, de récupérer une espèce d'unité, parce que l'angoisse psychotique, elle est psychotisante, c'est un vécu de morcellement, on se vit en morceaux. C'est comme un patchwork. Et il faut essayer absolument de rassembler, et on crée une néo-réalité. Vous voyez, dans la souffrance psychique qu'il y a derrière ça, c'est ça le délire en psychiatrie. C'est terrible. Ça donnait dans le temps, les gens, avant les neuroleptiques, avant 1952, c'était des cris, c'est des gens qui se jetaient contre les murs, c'est des gens qu'on était obligés d'attacher. Enfin, vous avez tous vu ça au cinéma, etc., dans la littérature. Donc, on est extrêmement loin de la création artistique. Voilà. Je parle en tant qu'ancien infirmier de secteur psychiatrique. Je pense que c'était utile de rappeler ça. Voilà. D'ailleurs, vous avez très bien décrit en quoi consiste le délire, mais c'est intéressant de remarquer que tout ce que vous avez dit, là, en fait, certaines personnes ont cherché à le produire volontairement dans ce qu'on appelait les psychoses expérimentales, donc essentiellement avec des drogues, avec du LSD ou des substances comme ça qui étaient censées mimer ce genre d'état de fragmentation. Peut-être de manière moins extrême, il y a aussi la mécanique du rêve, en fait, qui est aussi décrite comme une source d'inspiration fréquente. On n'en a pas parlé comme ça, mais les rêves, historiquement, ont aussi été associés à une forme de délire nocturne, quoi. C'est la manière, par défaut, du cerveau de fonctionner pendant le sommeil, quoi, qui se rapprocherait de quelque chose comme le délire. Donc, on sait bien que le rêve, que les expériences hallucinogènes ont toujours, depuis longtemps en tout cas, été intégrées dans des formes d'expression artistique. Mais la vraie expression du délire, quand c'est pour de vrai, ça rend difficile, voire impossible, la création. L'idéal, ce serait de s'approcher de ce genre d'état et d'être sûr de pouvoir en sortir pour en retirer du bénéfice. Malheureusement, ça se passe rarement comme ça. L'artiste, davantage que le scientifique, il est en grand danger d'hermétisme et d'être taxé de délirant, s'il reste aussi génial que méconnu.